Chers étudiants, comme on l'a dit au cours précédent, aujourd'hui on va s'attaquer au système optique à face sphérique, notamment le miroir sphérique et le diode sphérique. Comme pour les systèmes optiques à face plane, on va d'abord définir chacun des systèmes optiques ici à face sphérique, c'est quoi. Ensuite, on va essayer de calculer directement les relations de conjugaison avec certaines approximations, surtout l'approximation de Gauss qu'on va définir en cours de route. Une chose qu'on va dire ici dès le départ, c'est qu'on va supposer, ce qui est vrai, que les systèmes optiques à face sphérique sont approximativement stigmatiques. Donc stigmatiques pour les faibles angles. Ce qu'on va trouver en calculant les relations de conjugaison. Sans plus tarder, on va commencer par le miroir sphérique. Lorsqu'on parle de miroir sphérique, c'est simplement une surface qui est issue d'une portion de sphère. C'est une portion de sphère. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, c'est-à-dire tout ce qui est issu d'une portion de sphère, c'est-à-dire vous avez une boule de sphère, vous coupez la boule de sphère, une boule de sphère qui est un miroir, vous coupez la boule de sphère, vous avez un miroir sphérique. Lorsqu'on parle de miroir sphérique, ça ne veut pas seulement dire que c'est une sphère. Un miroir sphérique, c'est une chose, un miroir qui est issu d'une sphère. C'est ça un miroir sphérique, c'est ça qu'il faut garder en tête. Lorsqu'on vous dit un miroir sphérique, ça ne veut pas simplement dire que c'est une boule de sphère. C'est simplement que c'est une portion qui est issue d'une surface sphérique. C'est simplement ça. Donc ici, comme c'est issu d'une surface sphérique, chaque miroir sphérique sera caractérisé par un sommet S, son sommet S. Ici, son centre C. Son centre C, c'est le centre C. Ici, c'est le centre de la sphère d'origine du miroir sphérique. Son centre C et son rayon de courbure R, qui est égal à SC, bien 16. Donc ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un miroir sphérique, c'est un objet qui est issu d'une surface sphérique. Ça ne veut pas simplement, lorsqu'on dit un miroir sphérique, ça veut dire qu'on a une sphère. Non. Ça veut simplement dire que c'est issu d'une surface sphérique. On a deux types de miroirs sphériques. On a des miroirs concaves, et des miroirs convexes. Lorsqu'on dit qu'on a un miroir concave, c'est simplement pour dire que c'est l'extérieur du miroir sphérique qui est peint. Comme l'extérieur du miroir sphérique est peint, ça veut dire que le rayon lumineux arrive vers l'intérieur, touche la sphère vers l'intérieur, comme ici. Le rayon lumineux touche la sphère vers l'intérieur. Ce genre de sphère-là, c'est ça qu'on va appeler un miroir concave. Et pour un miroir convexe, ça veut simplement dire que c'est l'intérieur de la sphère qui est peinte. Comme c'est l'intérieur de la sphère qui est peinte, les rayons incidents touchent la sphère vers l'extérieur. Donc, on a deux types de miroirs, le miroir concave et le miroir convexe. Dans les démonstrations qu'on va faire, on va simplement utiliser le miroir concave, le miroir là. Mais les résultats qu'on va avoir sont valables pour tous les deux types de miroirs, que ce soit un miroir concave ou un miroir convexe. Donc ici, on va essayer de calculer, de déterminer une chose assez importante ici, une chose assez importante qui est le foyer principal. On va d'abord supposer qu'on a un miroir concave de centre C. On a un miroir concave de centre C, de rayon R, ça c'est un rayon. La droite en bleu, CH c'est un rayon de rayon R, CS aussi c'est un rayon. De centre C, de rayon R et de sommet S. Le sommet S est là. Le sommet S qui est là. Maintenant ici, on voit que l'axe optique est là. L'axe CS c'est l'axe optique. Le miroir concave, il est là. C'est un miroir concave. Et on suppose qu'on a deux rayons lumineux. Deux rayons lumineux, l'un passant par le centre optique, c'est ce rayon lumineux, l'un passant par le centre optique, donc par l'axe optique, l'un passant par l'axe optique, c'est ce rayon lumineux-là. Comme on l'a vu, lorsque le rayon lumineux est parallèle à la normale, il est réfléchi en sens contraire. Donc on a un rayon lumineux qui passe par le centre optique, donc qui est parallèle à la normale. Lorsqu'il touche le miroir ici en S, il est réfléchi en sens contraire. Donc on a un rayon lumineux qui passe par le centre optique.
donc parallèle à l'axe optique aussi, et un autre rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique, mais qui ne passe pas par le centre optique. Donc un autre rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique, c'est ce rayon lumineux-là. Ce rayon lumineux-là qui est parallèle à l'axe optique. Ici, il faut faire très attention. Ce rayon lumineux-là, il est parallèle à l'axe optique, mais il n'est pas parallèle à la normale. À sa normale ici, en ce point. Parce que pour pouvoir tracer l'angle d'incidence, il faut trouver la normale en ce point. Et si vous vous rappelez votre cours de géométrie en cinquième, je ne sais plus, en cinquième ou en quatrième, la normale est la droite qui est perpendiculaire donc à la tangente du cercle en ce point. La normale au cercle est la droite qui est perpendiculaire à la tangente du cercle en ce point. Et si on regarde bien ici en ce point, la droite qui est perpendiculaire à la tangente du cercle, c'est cette droite-là en bleu, ce rayon. Donc là, c'est une droite qui est perpendiculaire à la tangente du cercle. Et on sait, depuis la cinquième aussi, que toute droite qui est perpendiculaire à la tangente du cercle, passant par le centre C, est un rayon. Donc CH, comme on l'a dit, est un rayon. Il faut bien garder ça en tête. CH est un rayon, comme on l'a dit au départ. Donc ici, on a la normale. Lorsqu'on a la normale, on peut tracer le rayon réfléchi, qui est là. Donc on a les deux angles d'incidence I et l'angle de réflexion I. Maintenant, pour trouver l'image de cet objet, comme on l'a dit, pour trouver l'image de cet objet, il faut trouver le point de concours de ces deux rayons réfléchis. On a notre premier rayon réfléchi qui est là, notre premier rayon réfléchi qui est là, et notre second rayon réfléchi qui est là. Et le point de concours de ces deux rayons réfléchis ici, c'est ce point-là. On va noter F. On va dire après pourquoi, mais on va noter F. Donc l'image ici, des deux rayons qui sont parallèles à l'axe optique, c'est ce point F-là. On va noter. Maintenant, ici, ce qu'on va essayer de définir ici, ce qu'on va essayer de calculer, c'est la position du point F. La position du point F. Donc, on va essayer maintenant de calculer la distance CF. Si on prend le triangle CHF, ce triangle-là, excusez-moi, le triangle-là, c'est un triangle qui est isocèle en F. Pourquoi il est isocèle en F? Si vous regardez bien ici, on a l'angle d'incidence I. Ici, on a l'angle d'incidence I. Ici aussi, on a l'angle d'incidence I. Maintenant, si vous regardez bien ici, cet angle-là et cet angle-là, si on prend les angles alternes, internes, l'angle I qui est là, c'est le même angle I qui est là. Donc, si on a un angle d'incidence I ici, on a un angle d'incidence I ici, on sait que si un triangle a deux angles égaux, c'est un triangle isocèle. Donc, c'est pourquoi le triangle CFH est un triangle isocèle en F. Donc, ainsi, cette droite-là, la médiatrice ici, passant par l'angle F, est une bisectrice, est une médiane. Donc, elle coupe, comme une bisectrice est une médiane, elle coupe la droite CH en deux parts égales. Comme elle coupe la droite CH là en deux parts égales, ça veut dire que CB est égal à R sur 2. CB est égal à R sur 2. Donc ici, maintenant, en prenant le triangle CBF, on voit que le triangle CBF est un triangle rectangle en B. Comme il est rectangle en B, on peut maintenant voir que le cosinus de I est égal au côté adjacent CB sur l'hypoténuse CF. Le cosinus de I est égal au côté adjacent CB sur l'hypoténuse CF. Donc, ce qui fait que CF est égal à CB sur cosinus de I. CF est égal à CB sur cosinus de I. Maintenant, si on prend les angles, si on suppose que les angles sont faibles, ça veut dire que cosinus de I est environ égal à 1. Cosinus de I est environ égal à 1, ça veut dire que CF est égal à CB seulement. Comme CF est égal à CB, ça veut simplement dire que CF est égal à R sur 2. En prenant les valeurs algébriques maintenant, on voit ce sens-là, c'est le sens positif. CF, valeur algébrique de CF, sera égale à la distance CF qui est positive. Donc, CF sera simplement égal ici, la valeur algébrique de CF sera simplement égale à R sur 2. Donc, on a que CF est égal à R sur 2. Donc, ici, ce qu'on a, c'est quoi? Et ce F-là, c'est le point de concours des rayons, de tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique. Tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique
tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique vont concourir vers ce point F. Et ce point F, qui est le point de concours de tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, pour les angles faibles, sera appelé le foyer principal. Pour tous les rayons. Donc, ce point-là, qui est le point de concours de tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique et dont les angles sont faibles, sera appelé foyer principal. Donc, ce qu'on vient de dire ici, ce que nous remarquons donc que pour les rayons ayant un angle d'incidence faible, donc proche de l'axe optique, et tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, le rayon réfléchi converge vers le point F appelé foyer principal image du miroir sphérique. Il est appelé foyer principal du miroir sphérique parce que c'est le foyer principal image et c'est le foyer principal objet aussi du miroir sphérique. Ainsi, dans la suite, on va faire deux suppositions très importantes. On va supposer que les rayons sont proches de l'axe optique, donc les rayons sont proches de l'axe optique, et les rayons sont peu inclinés par rapport à l'axe optique. On va faire ces deux hypothèses. Les rayons sont proches de l'axe optique et les rayons sont peu inclinés par rapport à l'axe optique. Ces deux conditions sont appelées conditions de Gauss. Tous les rayons respectant ces conditions sont aussi appelés des rayons parallaxes. Dans la suite, du coup, on supposera ces deux hypothèses. Et dans ces deux hypothèses, que ce soit le miroir sphérique, que ce soit le dioptre sphérique, ils sont approximativement stigmatiques. Ils sont stigmatiques dans ces deux. Si on a ces deux hypothèses. Maintenant, ici, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que le plan focal. Qu'est-ce que c'est qu'un plan focal? C'est quelque chose de très important pour ceux qui font télécommunication. Non. Avant, on avait des rayons qui sont parallèles à l'axe optique et parallèles entre eux. Maintenant, ici, le dessin n'est pas bien, mais les deux rayons incidents ici, le rayon incident 1 et le rayon incident 2, les deux rayons sont parallèles entre eux, mais ils ne sont pas parallèles à l'axe optique. Ils sont parallèles entre eux, mais ils ne sont pas parallèles à l'axe optique. On a un premier rayon incident qui passe, par le centre optique. Donc, comme il passe par le centre optique, il est perpendiculaire ici au miroir. Comme il est perpendiculaire au miroir, il réfléchit dans le sens contraire. Comme il est perpendiculaire au miroir, il réfléchit dans le sens contraire. Donc, la réflexion se fait dans le sens contraire. Et on a un autre rayon qui passe par le sommet. On a un autre rayon qui est parallèle ici à C et qui passe par le sommet. Comme il passe par le sommet, non, en faisant la normale ici, comme il passe par le sommet, la normale, c'est l'axe optique. Donc, il est réfléchi ici. Et le point de concours de ces deux rayons réfléchis, le rayon réfléchi 1 et le rayon réfléchi 2, sera appelé F'. Le point de concours de ces deux rayons sera appelé F'. Maintenant, ici, ce qu'on va essayer de définir, c'est déjà de calculer, c'est CF'. Ce qu'on va essayer de calculer. Ici, c'est un exercice que vous allez essayer de faire chez vous. Mais pour pouvoir calculer CF', il faut simplement voir que cette image-là, c'est la même que cette image-là. Si vous prenez cette image-là, vous la retournez un peu. Si vous prenez cette image, vous faites une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous faites une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, vous vous retrouvez dans cette image-là. Comme vous vous retrouvez dans cette image-là, le CF là, c'est la même chose que le CF'. Ce qui fait que le CF' ici sera égal à R sur 2 simplement. Le CF' sera égal à R sur 2. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est de trouver les coordonnées de CF'. Pour trouver les coordonnées de CF', on va prendre le triangle CFS. CF'S. On va prendre le triangle CF'S qui est isocèle en F', comme pour l'autre. Il est toujours isocèle en F'. Après un calcul assez long, que vous pouvez essayer de faire, on va avoir que F' est égal à R sur 2 cos I. Les coordonnées de F', après un calcul assez long, on va voir que les coordonnées de F' seront R sur 2 cos I suivant X. F' ici, F' ici sera R sur 2 cos I. Et F' aussi, suivant Y, sera moins R sur 2 sinus I. C'est les coordonnées de F'. Dans les conditions de Gauss maintenant ici, si on prend les conditions de Gauss, où cos I est égal à 1 et sinus I est égal à moins 1, ce qu'on a, c'est quoi? Ce qu'on a, c'est F' est égal à R sur 2. Et non, ce qu'on a, c'est quoi? Ce qu'on a, c'est F'. C'est égal à R sur 2, suivant X, et moins R sur 2, I, suivant Y. On voit donc ici que F' dépendra de l'angle d'incidence I. Pour différents angles d'incidence, on aura différents F'. Maintenant, différents F', mais avec une même abscisse. Tous les F' auront la même abscisse qui est en F. La même abscisse ici.
Et on a des f qui vont varier suivant y seulement. Et ces f qui vont varier suivant y. Comme on a des angles faibles, on aura simplement un petit nombre de f qui vont varier suivant y. Et ce petit nombre de f' qui vont varier suivant y vont former ce qu'on appelle un plan focal. Tous les rayons d'angle faible proches de l'axe optique, qui ne sont pas parallèles à l'axe optique, vont être focalisés dans ce qu'on va appeler le plan focal. Parce que si on change le i, les angles d'incidence vont changer, donc le f' va changer. Et comme on a fait l'hypothèse que les rayons incidents sont proches de l'axe optique et les angles d'incidence sont faibles, donc on a un nombre limité de rayons incidents. Donc ce nombre limité de rayons incidents va être focalisé dans ce qu'on va appeler le plan focal. Et donc tous les rayons vont être focalisés dans ce qu'on va appeler le plan focal. Et pour voir un exemple d'une propriété qui montre l'importance du plan focal ici, il faut simplement regarder les antennes paraboliques. Si vous voyez les antennes paraboliques, la petite boule que vous voyez, c'est ça le plan focal. C'est ça le plan focal. Donc ici, le plan focal est quelque chose d'assez important. Après avoir défini le plan focal, on va essayer maintenant de voir les relations de conjugaison. Comme on a ici, on va définir plusieurs relations de conjugaison. Contrairement au miroir plan et au dioptre plan, on va définir ici plusieurs relations de conjugaison. La première relation de conjugaison qu'on va essayer de définir ici, c'est la relation de conjugaison avec origine au sommet. La relation de conjugaison avec origine au sommet. On va prendre toujours notre miroir concave, lorsqu'on prend notre miroir concave ici, et on va prendre un miroir concave de sommet S, de centre C et de rayon de courbure R. Il ne faut pas oublier aussi, comme on l'a dit aussi, tout rayon qui est perpendiculaire, toute droite qui est perpendiculaire au miroir concave et qui passe par le centre C est un rayon de ce miroir. Maintenant, on va prendre un objet A qui est sur l'axe optique. Un objet A qui est sur l'axe optique. Et on va essayer de construire l'image de cet objet A. Pour cela, on va simplement, comme on l'a dit ici, tracer deux rayons lumineux qui vont passer par A. Le premier rayon lumineux, le plus simple ici, c'est le rayon lumineux qui est collinaire à l'axe optique. Lorsqu'il est collinaire à l'axe optique, lorsqu'il touche le miroir sphérique, il est réfléchi dans le sens contraire. Le second rayon, c'est le rayon qui est là. Le second rayon et le premier rayon incident. Quand on a noté rayon incident E, c'est le rayon qui passe, qui touche le miroir sphérique en H. Lorsqu'il touche le miroir sphérique en H, il est réfléchi ici. Il est réfléchi là. Avec la droite en bleu là étant la normale, donc un rayon du miroir sphérique. Le point de concours de ces deux rayons incidents, le point de concours de ces deux rayons réfléchis, le rayon réfléchi 1 et le rayon réfléchi 2, donnera l'image du point A qu'on va noter A'. Maintenant, autre chose qu'on va faire ici, on sait que I, c'est l'angle d'incidence, I aussi, c'est l'angle de réflexion. Pour le rayon incident 1. On va noter θ, cet angle-là, l'angle formé entre C', C et H, on va le noter θ. On voit si cet angle-là est θ, cet angle-là est pi moins θ. Après calcul que vous pouvez essayer de faire en sachant que la somme des angles dans un triangle est égale à pi. Ici, si on prend un triangle AHC, on voit que cet angle-là sera égal à θ moins i. Et si on regarde, on revient ici, cet angle égale θ, cet angle égale i, donc cet angle égale pi moins θ moins i. Donc comme c'est égal à pi moins θ moins i, en sachant que la somme de ces deux angles-là est égale à pi, vous verrez directement que cet angle-là est égal à θ plus i. Donc, on a tous les angles qui nous intéressent. Maintenant, on va essayer de trouver une relation entre SA, SA' et SC. Si on prend la tangente de θ moins i, la tangente de θ moins i, en prenant le triangle AHS, en prenant le triangle AHS, ici, on est dans les conditions de Gauss. Comme on est dans les conditions de Gauss, il faut faire cette précision, comme on est dans les conditions de Gauss, les rayons sont proches de l'axe optique. Comme les rayons sont proches de l'axe optique, le miroir sphérique peut être schématisé comme une droite qui est verticale. Au lieu d'une courbe, on peut la schématiser comme une droite qui est verticale. Ce qu'on fait ici.
Donc, le point S là, on peut la ramener ici. Lorsqu'on ramène le point S ici, on a simplement maintenant, on peut avoir que AHS est un triangle rectangle en S. AHS étant un triangle rectangle en S, on peut calculer la tangente de θ moins I. Tangente de θ moins I sera égale à côté opposé, SH, sur côté adjacent, SA. Et tangente de θ moins I, comme on est dans les angles faibles, sera égale à θ moins I seulement. Si on prend maintenant le triangle CHS, tangente de θ sera égale à SH sur SC, qui est égal à θ. Et si on prend le triangle A'HS, tangente de θ plus I sera égal à SH sur SA', qui est égal à θ plus I. Simplement. Si on fait la somme de la relation 1 plus la relation 3, on a SH sur SA plus SH sur SA' égale 2θ. 2θ, c'est 2 SH sur SC. En simplifiant les SH, on a donc 1 sur SA plus 1 sur SA' égale 2 sur SC. Maintenant, si on prend les valeurs algébriques, on voit que SA, SA' et SC, leur valeur algébrique est dans le sens contraire du sens positif. Donc, on va avoir moins 1 sur SA, moins 1 sur SA plus moins 1 sur SA' égale moins 2 sur SC. Si on enlève les moins, on aura simplement 1 sur valeur algébrique de SA plus 1 sur valeur algébrique de SA' égale 2 sur valeur algébrique de SC. Et c'est ça qu'on appelle la relation de conjugaison du miroir sphérique avec origine au sommet. Maintenant, on va essayer de voir une autre relation, la relation de conjugaison avec origine au centre. Avant de calculer la relation de conjugaison avec origine au centre, avant de définir cette relation, de trouver la relation, on va d'abord rappeler une propriété du triangle quelconque. Lorsqu'on a un triangle ABC quelconque, on a le sinus de A sur BC égale au sinus de B sur AC est égal au sinus de C sur AB. Ça, c'est une propriété du triangle quelconque et c'est quelque chose qui sera très important pour nous montrer comment trouver la relation de conjugaison avec origine au centre. Maintenant, on revient à notre triangle, à notre miroir. On va essayer de déterminer une relation entre CA qui est là, CA' et CS. On va prendre en premier le triangle A'HC. On a sinus de I sur A'C, c'est A'C ici, sinus de I sur A'C est égal à sinus de pi moins θ plus I, parce que ça c'est pi moins θ plus I, sur R. Et sinus de pi moins θ sur I, c'est simplement égal à sinus de θ plus I. Regardez vos règles de trigonométrie pour voir ça. Si en appliquant ici les conditions de Gauss, donc angle faible, si on applique les conditions de Gauss, on a simplement les relations 1 et 2 vont devenir I sur AC égale θ moins I sur R, et I sur A'C égale θ plus I sur R. En faisant ensuite la soustraction entre ces deux termes-là, I sur AC moins I sur A'C, on a que c'est égal à moins 2I sur R. I sur AC moins I sur A'C, si vous regardez bien ici, I sur AC moins I sur A'C, on a θ moins I moins θ moins 2I. Les θ vont s'en aller, il va rester moins 2I sur R. Donc, ce qui donne le moins 2I sur R. En simplifiant par I et en remplaçant R par CS, on a 1 sur AC moins 1 sur A'C égale moins 2 sur CS. Comme c'est égal à moins 2 sur CS, ainsi, en prenant les valeurs algébriques, on va avoir 1 sur CA plus 1 sur C' A égale à 2 sur CS. Cette relation est appelée relation de conjugaison du miroir sphérique avec origine au centre. Et pour revenir ici aux valeurs algébriques, si vous regardez bien cette image-là, on a que CS est positif. CA' est positif, mais CA, la valeur algébrique, elle est négative. Donc ici, si on revient ici, on a donc ici CA qui est égal à moins AC. Donc on va avoir un moins ici. CA' qui est égal à A'C, distance, donc le moins va rester.
et CS qui est égal à CS, valeur algébrique. Donc, le moins là va rester. Donc, on va avoir moins 1 sur AC, CA, valeur algébrique, moins E sur CA', valeur algébrique, égale à moins 2 sur CS, valeur algébrique. Les moins vont s'en aller. Il ne va rester donc que 1 sur CA plus 1 sur CA' qui est égal à 2 sur CS. C'est ça qu'on appelle la relation de conjugaison du miroir sphérique avec origine au centre. Maintenant, on va essayer de voir, définir la vergence, la convergence et la divergence. On définit ici la vergence d'un miroir comme la relation suivante, par la relation suivante. C égale à N sur SF. Donc, C égale à 2N sur SC. Avec N, l'indice de réfraction du milieu. Maintenant, lorsque cette vergence-là, elle est négative, on dit que le miroir est convergent. Lorsque cette vergence elle est positive, on dit que le miroir est divergent. Et ça, c'est simplement lorsque le foyer principal se trouve avant le sommet, on va dire que le miroir est convergent. Lorsque le foyer principal se trouve après le sommet, on va dire que le miroir est divergent. C'est simplement ça. La dernière relation qu'on va voir, c'est la relation de conjugaison avec origine au foyer. Pour trouver la relation de conjugaison avec origine au foyer, on introduit simplement la relation là qu'on avait définie pour le foyer principal. SF égale SC sur 2. Cette relation-là, on va l'introduire dans la relation de conjugaison avec origine au sommet, en remplaçant les deux SC là, les 2 sur SC là, par 1 sur SF. Ce sera égal à 1 sur SF, parce que si on prend ici, si on prend SF égale SC sur 2, donc ça veut dire que 1 sur SF sera égal à 2 sur SC. Donc ici, on a 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 1 sur SF. En appliquant la relation de Schall maintenant ici, en insérant ici F et en insérant ici F', et après plusieurs calculs que vous allez voir dans le cours, dans le fascicule, après plusieurs calculs, on va aboutir à ce résultat. Fs carré égale à Fa plus multiplié par Fa' valeur algébrique. Cette relation, c'est la relation de conjugaison avec origine au foyer, qui est aussi appelée relation de Newton. La relation de Newton. On définit les relations de conjugaison. On va maintenant s'attaquer aux règles de construction dans un miroir sphérique. On va avoir 3 règles de construction. La première règle de construction nous dit que tout rayon incident passant par le centre optique C est réfléchi en repassant par le centre. C'est-à-dire, il n'est pas dévié. Lorsqu'un rayon passe par le centre optique, il est réfléchi en repassant par le centre. On va voir ça ici. Vous voyez ça ici, là, on a une image AB qui est perpendiculaire à l'axe optique. Comme on a une image AB qui est perpendiculaire à l'axe optique, le premier rayon incident, il est là. Le premier rayon incident, il passe par le centre optique. Lorsqu'il passe par le centre optique, il est réfléchi en repassant par le centre optique. C'est la première règle. La seconde règle, c'est tout rayon incident en S, tout rayon incident en S ici, est réfléchi symétrique à l'axe optique. Donc ça veut dire ici simplement que l'axe optique ici, est une bisectrice pour ce rayon incident. Comme c'est une bisectrice pour ce rayon incident, et c'est normal. C'est une normale, donc I est là, I est là. Donc tout rayon incident passant par le sommet est réfléchi comme une bisectrice. Donc ça, c'est la seconde règle. Tout rayon incident en S se réfléchit symétriquement à l'axe optique. La troisième règle, c'est tout rayon incident parallèle à l'axe optique, tout rayon incident parallèle à l'axe optique est réfléchi en passant par le foyer principal. Il est réfléchi en passant par le foyer principal. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique est réfléchi en passant par le foyer principal. Et ça, on l'a vu dans la première section, lorsqu'on voyait les foyers principaux. On a vu que tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique pour les angles faibles se réfléchissent en passant par un point qu'on appelle le foyer principal. C'est ça. Donc, les 3 règles, c'est ça. Tout rayon incident passant par le centre n'est pas dévié, il est réfléchi en repassant par le centre. Tout rayon incident passant par le sommet est symétrique, se réfléchit symétriquement à l'axe, et tout rayon incident parallèle à l'axe optique est réfléchi en passant par le foyer principal. Et maintenant, pour construire l'image, qu'est-ce qu'on fait? On a tracé ces 3 rayons incidents. Maintenant, le point de concours de ces 3 rayons incidents, ici on a un objet A1, B1. Le point de concours de ces 3 rayons incidents sera B2, l'image de B1.
C'est ce point de concours. Si vous voyez bien, le point de concours qui est là, c'est ce point-là qui sera B2, l'image de B1. Maintenant, pour trouver l'image de A1, qu'est-ce qu'on fait? On fait la projection orthogonale. On fait la projection orthogonale de B2 sur l'axe optique. Lorsqu'on fait la projection orthogonale de B2 sur l'axe optique, le point où la droite passant par B2 est perpendiculaire à l'axe optique touche l'axe optique, c'est ce point-là qui est A2, l'image de A1. Donc ici, on fait la projection orthogonale sur l'axe optique et ce point de rencontre entre la droite passant par B2 est perpendiculaire à l'axe optique et l'axe optique, c'est ce point-là qui sera l'image A2, l'image de A1. Les règles de construction vont terminer la partie sur les miroirs sphériques. Ce qu'il faut retenir sur les miroirs sphériques, c'est simplement que les rayons parallèles à l'axe optique et proches de l'axe optique convergent vers ce qu'on appelle le foyer principal, avec CF qui est égal à R sur 2. Ça, il faut le retenir. Ensuite, il faut retenir que tous les rayons qui sont parallèles entre eux et non parallèles à l'axe optique, faisant un angle d'incidence faible par rapport à l'axe optique, et proche de l'axe optique aussi, convergent vers ce qu'on va appeler le foyer principal, le plan focal. Avec le plan focal, ses coordonnées F', c'est R sur 2 et moins R sur 2, I. Le I qui va varier. Ensuite, il faut retenir les relations de conjugaison. La relation de conjugaison pour le miroir sphérique avec origine au sommet, origine au centre, origine au foyer. Puis, il vous faut aussi retenir la divergence et les conditions de convergence et de divergence. Quand est-ce qu'on va dire qu'un miroir est convergent et quand est-ce qu'on va dire qu'un miroir est divergent. Enfin, il faut savoir construire l'image d'un objet sur un miroir sphérique. C'est des choses qu'il faut retenir. Les choses là, c'est des choses prérequis qu'il faut retenir si on veut maîtriser la partie sur le miroir sphérique. Maintenant, comme ce cours est assez long, on va s'arrêter ici et continuer la prochaine fois en attaquant le dioptre sphérique. Je vous remercie de votre attention.